Mali, objet de tous les regards depuis ce dimanche 9 janvier 2022 où la crise qui règne dans ce pays a pris une nouvelle tournure. Sur la question, les langues se délient pour l'analyse des questions internationales que nous avons reçues pour vous. Il faut que les pays africains retrouvent leur souveraineté. CAN Cameroun 2021, accroché par la Sierra Leone, l'Algérie perd des points précieux alors que l'Égypte de Mohamed Salah s'est inclinée face au Nigeria dans l'un des chocs de ce début de CAN Cameroun 2021. Au Mali, des dizaines de voyageurs étrangers pris au piège de l'embargo. Des passagers étrangers sont laissés dans l'incertitude depuis que les pays d'Afrique de l'Ouest ont fermé leurs frontières avec le Mali dirigé par l'armée. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement est à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline TV. Les membres du gouvernement du Bénin ont tenu leur traditionnelle séance du Conseil des ministres ce mercredi 12 janvier 2022 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Le compte-rendu de la séance est livré par le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Mbouidji. Les décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 12 janvier 2022, tenu sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, ont porté essentiellement sur les communications. Ainsi, en point 1, les conditions de mise en œuvre de la phase 2 du microcrédit à la FIA et du financement des artisans cibles du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Au regard du succès enregistré par la première phase et pour permettre aux bénéficiaires de développer davantage leurs activités, il est prévu au titre de l'année 2022 un volume de décaissement de 15 milliards de francs CFA. Cette phase 2 va consister, outre le maintien des crédits actuellement consentis, à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 001 à 100 000 francs CFA et à financer des porteurs de projets parmi les artisans cibles du projet ARCHE. Par ailleurs, en vue de créer un impact économique plus marquant, les microcrédits restent ouverts à toutes les populations éligibles, y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 000 à 50 000 francs CFA. S'agissant des artisans, le volume de décaissement prévu pour 2022 est de 5 milliards de francs CFA. Il servira à prendre en charge ceux formés sur le dispositif ARCHE et ayant un besoin de financement compris entre 100 000 et 2 millions de francs CFA, les prêts devant être remboursés dans un délai de 18 mois ou plus à un taux d'intérêt de 9%. Quant aux autres artisans non pris en compte sur le volet formation de ARCHE, ils pourront bénéficier des produits classiques des systèmes financiers décentralisés avec le soutien du Fonds national de la microfinance. En point 2, la réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de dragage de sable dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Ouida et Semekpodji, ainsi que Porto Novo. Une étude commanditée entre 2019 et 2020 a abouti à un constat d'insuffisance du cadre institutionnel dans le suivi de l'activité de dragage et a posé la problématique d'une réorganisation subséquente de la filière. En effet, le secteur de dragage et d'exploitation du sable reste marqué par des dysfonctionnements et des atteintes graves à l'environnement, malgré les mesures prises par le gouvernement. Une telle situation appelle à définir des modes de gestion plus durables de la ressource. Un consortium de consultants a donc été identifié pour conduire les études prévues à cette fin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable veillera à la bonne exécution de la mission. En point 3, le compte rendu de l'exécution du contrat de prestation de services entre Paris Hospital Foundation, PHF, et le gouvernement du Bénin pour la coordination des évacuations sanitaires et la prise en charge des patients béninois en France. Il ressort de ce compte rendu que ce partenariat stratégique a effectivement permis d'alléger et de dématérialiser les procédures administratives, de sélectionner les patients réellement éligibles, d'améliorer la qualité de la prise en charge, puis de réduire de manière substantielle les coûts des évacuations sanitaires. Ainsi, de janvier 2018 à janvier 2021, 347 patients ont été enrôlés par PHF
généralement pour des affections cardiovasculaires et les cancers. Pendant la durée du contrat, il a été observé une promptitude dans le processus d'évacuation sanitaire et un niveau appréciable d'efficacité opérationnelle de la gestion du dossier des patients depuis la prise de rendez-vous jusqu'à l'offre de soins de qualité. En approuvant ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de la Santé à l'effet de prendre toutes dispositions requises en vue de l'amélioration continue des prestations et de l'optimisation des coûts. Direction l'Assemblée nationale où ce mardi 11 janvier 2022, les députés ont tenu leur première séance plénière de l'année 2022, séance au cours de laquelle ils ont examiné et voté 2 textes de loi. Les lois portant sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin et celle portant sur l'autorisation de ratification de la Convention création de l'Alliance mondiale des terres arides. Détail dans cet élément signé Juliana Atolo. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du mardi 11 janvier 2022 la loi numéro 2022-01 portant loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. La loi cadre sur l'enseignement et la formation professionnelle en République du Bénin vise à permettre aux diplômés de ce sous-secteur de s'auto-employer. En effet, les statistiques officielles montrent que seuls 3% des élèves s'orientent vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle après le brevet d'études du premier cycle. La grande proportion, c'est-à-dire 97%, poursuivent leur cursus dans l'enseignement général. Toute chose qui alimente le chômage et le sous-emploi des jeunes. Pour remédier à cette anomalie, le gouvernement a élaboré la stratégie nationale pour promouvoir et développer l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Le texte adopté comprend un dispositif de 56 articles articulés en 5 chapitres. Non seulement, il abrège une certaine disposition de la loi numéro 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale, mais également introduit plusieurs innovations. Telles que la mise en place d'une approche éducative, inclusive et holistique, le pilotage de l'enseignement et la formation technique et professionnelle par l'État en collaboration avec le secteur privé. La régularisation des flux en inversant la tendance en faveur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, le mode de gouvernance pédagogique et administrative, l'arrimage de l'enseignement et la formation technique et professionnelle avec les normes de la professionnalisation. La seconde loi votée par les députés sous le numéro 2022-02 est celle portant autorisation de ratification de la Convention et de la création de l'Alliance mondiale des terres arides. Elle permettra de renforcer la sécurité alimentaire des États membres en améliorant leurs capacités individuelles de prévention et de gestion des crises alimentaires. Je l'annonçais en titre, le Mali objet de tous les regards depuis ce dimanche 9 janvier 2022 où la crise qui secoue le pays a pris une nouvelle tournure. La CEDEAO a durement réprimandé la junte militaire au pouvoir avec la fermeture de ses frontières, le gel de ses avoirs, le retrait de ses ambassades dans tous les pays membres de la communauté. Autant de décisions, de sanctions pour inciter Assimi Goïta à respecter sa décision, celle donc du respect du calendrier du scrutin du 27 février 2022, ramenant le pouvoir donc aux civils. Sur la question, des voix se sont fait entendre de part et d'autre pour l'analyse des questions internationales que nous avons reçues pour vous. Il est temps que les pays africains respectent donc leur souveraineté. Ils condamnent l'ascension de la CEDEAO. Reportage. La CEDEAO, il y a longtemps qu'elle nous surprend négativement, mais en même temps, on ne peut pas être surpris parce que la CEDEAO est financée par qui? Nous savons en majorité par les mêmes puissances desquelles nous voulons nous affranchir, et notamment l'Union européenne, et qui est à la tête de l'Union européenne depuis janvier 2022.
bien la France. Et donc, on ne peut pas parler de la décision de la CEDEAO sans voir les puissances qui sont derrière, parce que la junte au pouvoir qui dirige la transition aujourd'hui n'est pas venue par un effet de hasard. Je pense que le pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta a été chassé. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été chassé du pouvoir par le peuple. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on a le colonel Assimi Goïta au pouvoir. Et donc dans ces conditions, on sait très bien que ça fait longtemps que le Mali vit beaucoup de drames. Et on retrouve aujourd'hui en plus le drame sécuritaire avec les djihadistes qui sévissent. Et pourtant depuis une décennie, les forces françaises sont là. C'est vrai qu'en 2013, avec l'opération Serval, la France a pu empêcher que les puissances rebelles viennent jusqu'à Bamako. Mais depuis lors, on sait très bien qu'à travers ce qu'on appelle le chaos contrôlé, on fait tout pour que l'autorité centrale n'aille pas jusqu'au nord du pays. Mais c'est à tout ça que les forces de défense et de sécurité maliennes veulent mettre fin. Et donc, on devrait s'attendre à un autre comportement de la part de la CEDEAO, mais nous savons très bien aussi que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO eux-mêmes ont les mains liées, parce qu'eux-mêmes veulent bien que nos pays s'émancipent, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Donc dans ces conditions-là, il faudrait normalement s'asseoir autour d'une table de négociation. Le gouvernement de transition parle de 4 ans, mais c'est une feuille de route qui devrait être discutée avec les représentants de la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO avait son agenda, et sinon les discussions auraient pu déboucher sur pourquoi pas 2 ans, 3 ans. Mais de toutes les manières, je pense que c'est le peuple malien qui aura le dernier mot. Et je sais le peuple malien fier. Et il y a longtemps que la CEDEAO des États est en déphasage avec la CEDEAO des peuples, et on voit le résultat là, parce que tout le peuple africain nous voulons toujours avoir des partenariats, mais avec tout le monde, et pouvoir quand même être sûr dans nos frontières. Ce n'est pas encore le cas, et je suis persuadé que le Mali aura la victoire dans ce combat-là. Dans cette crise, le peuple malien dans son ensemble soutient la junte militaire. Le peuple béninois aussi suit cette actualité avec beaucoup d'intérêt. Quelques-uns réagissent au micro de Speedline TV. Suivons-les avec Romaric Dossa et Pierre Akako. Aujourd'hui, c'est comme où tu décides de prendre ta souveraineté en main. Si tu n'es pas en odeur de sainteté avec la mère patrie, tu as toutes les difficultés de ce monde. Les gens parlaient de Wagner. Mali, ce n'est pas Wagner. C'est le vrai accord qui est là, que les gens connaissent. Wagner, c'est la Russie. Les gens disent, bon, désormais, nous allons assumer nos propres exportations. On paie en notre propre devise. C'est le trésor malien qui paie pour les devises d'exportation du Mali. La France ne serait pas contente. La France ne serait pas contente. Et sous peu, attendons-nous à quoi? Ils vont pousser à bout ces sanctions. Les gens n'ont vu que le reflet de la main invisible de la France derrière le syndicat des chefs d'État africains qu'est la CEDEAO. Le mot aujourd'hui, nous n'avons plus d'organisme sous-régional, c'est faux. L'Union africaine, c'est du pipeau. L'OUA, c'est du pipeau. La CEDEAO, c'est du pipeau. Et peut-être bientôt l'ONU aussi. Peut-être aussi. Les gens ne croient... Vous savez, la jeune génération ne veut pas accepter payer la facture lourde de la gabegie financière que les aïeux, les ancêtres et les grands-parents, ils nous ont laissé. Vous voyez, aujourd'hui, on va parler de crise. Quand vous parlez, on dit que c'est le contexte Covid. Quand vous parlez, on dit que c'est la crise mondiale générale. Comment les autres pays arrivent à s'en sortir? Il faut que l'Afrique totale se dépatisse de ses pattes coloniaux et s'organise en leur sein. Il faut que chaque pays batte sa monnaie pour rendre la compétitivité. Battre la monnaie ne veut pas créer l'inflation, c'est faux. Moi, j'ai vu... il y a 2 intérêts qui se jouent au Mali. Il y a les Russes et les Français. La France qui est partie à l'ONU est bloquée par les Russes et les Chinois. Vous avez vu, ce sont les intérêts. Maintenant, la France revient encore à la manœuvre. Ils sont au sein de l'Union européenne. Ils vont encore prendre les sanctions contre les Maliens.
Tout ça là, c'est le peuple qui sera pénalisé. Et c'est ça que nous, on ne veut pas. Si c'était visé contre les militaires, on allait dire bon, voilà. Mais à la longue, vous allez voir, c'est le peuple qui va souffrir. Je ne sais pas si l'objectif, c'est de soulever les populations contre les militaires. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas bien. La CEDEAO doit revoir sa copie. Et vous avez vu, la société civile malienne se prépare, ils vont se mobiliser. Bon, aux membres de la CEDEAO, quel exemple ils ont à donner à ce pays-là? Ils n'ont pas un bon exemple. On dit que l'intérêt guide c'est l'intérêt qui guide le monde. Ils seront à sa place, ils vont vouloir faire pire que ça. On a dit que le transport aérien est bloqué, donc la Côte d'Ivoire dit non, moi je n'envoie plus mes ailes là-bas, la France et autres. Maintenant, qu'allons-nous faire? On va dire que nos frères ou bien nos soeurs qui sont mariés vont mourir de faim. Donc ça, je pense qu'il faut trouver une solution autre mieux que ces sanctions-là. Avec ce que je connais de peu pour cette situation malienne que moi j'ai suivie de près, moi je donne mon soutien, ma caution au Mali. Je sais qu'ils vont réussir et je veux voir ceux-là qui vont venir en dernier ressort pour pouvoir les soutenir, ils vont les refuser même. Il faut soutenir un ami en difficulté au début et non attendre qu'il s'est déjà battu et quand la victoire est proche, le succès à 100 pères, l'échec est orphelin. Je vois qu'ils sont droits dans leurs bottes. Le Premier ministre, il est droit dans ses bottes. Le ministre de l'économie, il est droit dans ses bottes. Et je vois qu'ils ont vraiment de la vision. 7 morts et 2 blessés. Voilà le bilan d'un grave accident de circulation survenu à Parakou suite à l'imprudence d'un conducteur de camion ayant perdu le contrôle de son véhicule. Outre les pertes en vies humaines, d'énormes dégâts matériels ont été aussi enregistrés suivant les circonstances du drame avec Juliana Atolo. Tout est parti d'un premier accident causé par un conducteur de taxi-moto qui, ayant perdu l'équilibre, a percuté un élève alors qu'il revenait des cours de midi. Un ZEM qui a percuté un élève qui voulait traverser. Donc, il y a eu la population pour secourir le petit garçon. Et puis, ils ont pris le garçon du goudron pour mettre de côté. Même le ZEM, il a eu du mal à se lever pour pouvoir déplacer sa moto. Donc, il y avait du monde là pour voir la réaction du petit, qu'est-ce qu'il a au juste. Maintenant, comme il y avait eu du monde, il y a eu... Bon, c'est un civil, il était sur moto, donc il regardait la scène, mais il ne s'est pas arrêté, il continuait pas à rouler. Mais il n'allait pas à vive allure. Il y a le Ben qui a tué maintenant, lui il était derrière lui. Et il klaxonnait. Il klaxonnait, mais l'autre, il était en train de regarder la scène, je ne sais pas si c'est un bon. Il n'avait pas ses idées sur le Ben. Maintenant, le Ben, comment est-ce que moi je suis qu'il y avait quelqu'un même devant la Ben? Il a commencé par klaxonner, pipi, il n'entendait pas. Il a commencé par freiner à vive allure. Il a freiné pendant un bon moment même. Donc maintenant, finalement, comme il a ramassé la moto, il a voulu le dévier maintenant pour pouvoir aller devant lui. En le déviant d'un coup seulement, on l'a retrouvé parmi la population qui secourait le petit garçon et c'est comme ça qu'il a ramassé tous ceux qui étaient là. Dans la foulée, cet accident a tourné au drame à cause de la non-vigilance d'un conducteur de camion rempli de sable qui venait de Tchaourou pour Parakou. Ayant perdu le contrôle, il fonce à vive allure sur la foule autour du premier cas d'accident. Le bilan fait état de 7 morts sur place et 2 blessés qui sont conduits à l'hôpital. Sur ce tronçon, la lue est trop. Qui nous réalise des 2 dalles pour que nos enfants soient en sécurité. C'est dramatique. Nous compatissons aux douleurs de ces familles-là et nous allons œuvrer pour que cela ne se répète. Les forces de l'ordre sont là. Nous allons aussi les mettre à contribution. Pour l'autorité municipale, l'état des voies et surtout l'excès de vitesse des usagers de la route sont les principales sources des accidents sur ce tronçon. Il exhorte dorénavant les uns et les autres à la prudence. Du sport avec la CAN Cameroun en 2021 qui se joue donc en 2022, accroché par la Sierra Leone. L'Algérie perd des points précieux alors que l'Égypte de Mohamed Salah s'est incliné face au Nigeria dans l'un des chocs de ce début de la CAN dans le groupe C. Voilà l'essentiel à retenir des matchs joués ce mardi 11 janvier 2022 pour le compte de la 33e édition de la CAN Cameroun 2021. Favoris de la CAN 2021,
se sont pris les pieds dans les tapis. Pour son premier match de la compétition, l'Algérie, décevante dans le jeu, a été tenue en échec par la Sierra Leone. Aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. L'Égypte, autre favori de la compétition, n'en a pas pu passer l'obstacle nigérian pour son entrée dans la CAN 2021 à cause d'un magnifique but de Iheanacho, très attendu. Mohamed Salah a été impuissant durant toute la rencontre et surtout fait preuve d'un certain agacement. Jamais dangereux, les Pharaons ont entamé leur compétition par une contre-performance face aux Super Eagles. Le Nigeria a su se montrer plus agressif et dynamique durant l'intégralité de la rencontre. Le héros de la rencontre, Iheanacho, a trouvé la faille pour les Super Eagles grâce à un superbe enchaînement. Après une tête d'Haribo, une juste récompense pour le Nigeria qui ne laisse pas l'Égypte de Mohamed Salah s'exprimer. Le joueur de Liverpool étant très peu en vue dans la rencontre. Belle entrée en matière pour les Super Eagles dans une poule D qui comprend également le Soudan et la Guinée-Bissau. L'Égypte, quant à elle, va devoir se ressaisir très vite pour ne pas voir le chemin des huitièmes de finale s'assombrir. Traversons à présent les frontières béninoises au Nigeria. Un bâtiment s'effondre dans l'état de Delta. L'incident intervient 2 mois après l'effondrement d'un immeuble en construction à Lagos qui avait fait au moins 45 morts et provoqué une indignation nationale. Un bâtiment en rénovation s'est effondré mercredi dans l'état du Delta au Nigeria. L'incident tragique a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Cet incident intervient 2 mois après l'effondrement d'un immeuble en construction à Lagos qui avait fait au moins 45 morts et provoqué une indignation nationale. Au cours de notre visite d'inspection, ce que nous avons vu a été causé par un effondrement total. Nous comprenons qu'il y avait beaucoup d'enfants à l'étage lorsque le bâtiment s'est complètement effondré, donc ça aurait pu être pire. Le bâtiment abritait une église Salvation Ministries. Nous avons lu sur les réseaux sociaux que cette propriété appartenait à Salvation Ministries. S'il vous plaît, la propriété n'appartenait pas à Salvation Ministries. Nous n'étions que des locataires. C'est le propriétaire qui effectuait des rénovations sans notre consentement, ce qui a conduit à l'effondrement de ce bâtiment. 18 personnes auraient été sauvées des débris, mais certains témoins ont rapporté avoir compté 24 qui ont été transportés dans des hôpitaux par les autorités. Au Mali, des dizaines de voyageurs étrangers pris au piège de l'embargo. Les passagers étrangers sont laissés dans l'incertitude depuis que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont fermé leurs frontières avec le Mali, dirigé par l'armée. La gare routière de Bamako est étrangement calme et déserte. La décision des pays d'Afrique de l'Ouest de fermer leurs frontières avec le Mali a eu une incidence immédiate sur les transports routiers internationaux. Africa Tour Trans, l'une des principales compagnies de bus qui relie les pays voisins, a vu son trafic mis complètement à l'arrêt. Tous les voyages qui étaient déjà programmés chez nous ont été déjà annulés pour la semaine. Donc on reste derrière notre gouvernement à ce qu'on sache jusqu'à ce que d'autres nouvelles nous parviennent de leur part. L'inquiétude est forte également parmi les voyageurs étrangers qui se retrouvent pour la plupart bloqués dans la capitale malienne et dépourvus de toute assistance.
Il n'y a pas eu de bus aujourd'hui, déplore cette passagère. On est coincé car toutes les frontières ont été fermées. J'espère que la situation va évoluer et qu'ils vont finir par rouvrir les frontières. On ne peut même pas se laver, déplore de son côté ce touriste nigérian. On n'a nulle part où aller, pas d'argent pour manger. Je demande au gouvernement de prendre notre cas en considération et de nous aider à passer la frontière. Dimanche, la CEDEAO a fermé jusqu'à nouvel ordre les frontières avec le Mali et imposé un embargo commercial au pays en raison du non-respect de la promesse des militaires de rétablir rapidement la démocratie et d'organiser des élections fin février. La Guinée se retrouve dans la même situation que le Mali. Membre de la CEDEAO, elle n'entend pas lâcher son voisin. Le Comité national de rassemblement pour le développement, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, l'a fait savoir sans détour ce lundi 10 janvier 2022. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes de la Guinée resteront ouvertes au Mali, ont en substance annoncé ce lundi. Les responsables de la Guinée, le pays n'ayant pas été associé aux décisions prises à Accra. Après les sanctions prises à son encontre par la CEDEAO, le Mali semble isolé dans la région. Le pays a rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et a décidé de fermer ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO. Mais Bamako peut toutefois compter sur le soutien de Conakry. Dans un communiqué lu lundi soir à la télévision, les autorités guinéennes ont fait savoir que les frontières du pays resteraient ouvertes au Mali. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associé à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Les sanctions contre le Mali ont déjà commencé à se faire sentir. La compagnie aérienne Air France a par exemple annoncé ne pas pouvoir assurer la desserte de Bamako en raison de tensions géopolitiques régionales. L'embargo commercial, lui, pourrait mettre plus de temps à produire ses effets, mais les Maliens sont tout de même inquiets quant au risque d'inflation ou de pénurie dans le pays. Le pouvoir militaire à Bamako s'est dit ouvert au dialogue avec la CEDEAO, mais a tout de même appelé les Maliens à manifester ce vendredi contre ces sanctions. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé à une mobilisation générale sur tout le territoire. Attentat suicide à Mogadiscio. Plusieurs personnes ont été tuées dans un attentat revendiqué par les Chebab à l'aéroport de la Somalie. Plusieurs personnes ont été tuées dans un attentat suicide à l'aéroport international de Mogadiscio en Somalie. Mercredi, des témoins ont indiqué qu'une voiture piégée a provoqué une explosion. L'attaque, qui a dévasté la zone au sud de la capitale somalienne, a été revendiquée par les rebelles djihadistes Chebab. Leur but, cibler des responsables étrangers. Selon un porte-parole du gouvernement fédéral, 4 personnes auraient été tuées dans l'attaque. Mohamed Abdi, responsable des services de sécurité, parle d'un bilan provisoire de 6 morts qui devrait s'alourdir. Il y a eu une explosion de voitures piégées qui s'est produite ici, où nous sommes maintenant. Jusqu'à présent, les victimes sont 5 soldats et 5 autres civils. Il y a des enquêtes en cours pour établir qui était la cible. Cet attentat intervient quelques jours après que les dirigeants somaliens ont conclu un accord pour organiser les élections parlementaires en février, les multiples reports de ce scrutin étant à l'origine d'une crise politique en Somalie. Je suis venu ici en courant après l'explosion, puis j'ai vu un véhicule tuk-tuk en feu. Il est là maintenant. J'ai aidé à sortir 3 cadavres de ce véhicule. Au total, j'ai vu 8 cadavres et 3 blessés. L'explosion a eu lieu alors qu'un convoi de plusieurs véhicules escortait des étrangers à travers cette partie de la ville. Lié à Al-Qaïda, le mouvement des Chebab tente de renverser le gouvernement fédéral somalien. Il contrôle actuellement plusieurs territoires dans les zones rurales du pays. Joe Biden a promis ce mardi sur les terres de Martin Luther King de dynamiter, s'il le faut, les règles parlementaires afin de protéger l'accès au vote des Afro-Américains menacés de facto dans de nombreux États conservateurs. Reportage. Joe Biden a promis de protéger l'accès au vote des Afro-Américains ce mardi lors d'un déplacement symbolique en Géorgie sur les terres de Martin Luther King.
Il entend harmoniser au niveau fédéral les conditions dans lesquelles votent les Américains, alors que plusieurs États républicains du Sud veulent en modifier les paramètres, avec comme effet de compliquer l'accès aux urnes des minorités dont les Afro-Américains qui votent majoritairement démocrates. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste derrière moi l'édition anglaise avec nos partenaires de la Deutsche Welle. Portez-vous bien et bon après-midi.